a quelques jours, Paulus Sulitzer était en Belgique à l'occasion d'une exposition de l'artiste Juan Kitty, lequel, à travers une série de tableaux, a choisi d'illustrer les livres de notre homme. De la plume au pinceau, c'est donc une exposition à voir au Dolce à la Hulpe jusqu'au 20 juin. Mais c'était surtout pour moi l'occasion d'inviter Sulitzer à une table bruxelloise pour revenir sur le roman le plus incroyable, le plus passionnant et le plus savoureux qu'il ait jamais signé, celui de sa vie. Monsieur Sulitzer, Monsieur Monsens, bonsoir. Bonsoir. Bienvenue au Roi de Barcé. Merci. Monsieur Chaudière, le directeur général et moi-même sommes ravis de vous accueillir à notre table ce soir. Merci beaucoup. Avez-vous fait votre choix? Oui. Oui, ça y est. Alors Paulus, qu'est-ce que vous prenez? Carpaccio de langoustine. Très bien. Et après un thon rouge aller-retour. Excellent choix. Ça me paraît en tout cas léger. Voilà. Exactement. Alors moi je vais être un peu moins léger pour l'entrée. En tout cas, je vais prendre le... J'ai vu qu'il y avait des croquettes Duvel. Duvel, c'est une marque de bière belge, donc je me dis ça doit peut-être un peu coquin. Et alors je vais prendre le cœur de cabillaud avec écailles de champignons. Champignons. Voilà. Très bon Parfait. choix. Vous êtes très sérieux, mais beaucoup plus mince que moi, donc... oui, mais enfin, il faut toujours faire attention. Hein, certains écarts. Bonne soirée, messieurs. Merci. Merci. Alors on a vu ces peintures de Juan Kitty. Donc en fait, son idée c'est d'illustrer voilà, vos romans, mais avec son imagination. Comment c'est parti? Comment c'est né? Alors il y a très longtemps, ça fait 12 ans, Ouais. je vais à une expo, je fais une conférence d'ailleurs, et je rencontre monsieur Juan Kitty. On parle, et il est sympa et intelligent. On parle et il me dit « J'aimerais beaucoup faire une expo un jour de tous vos ouvrages ». Bon, moi, poliment, je dis « Pourquoi pas ?» Après tout, on a fait des bandes dessinées. Mais oui, c'est ce que j'allais dire. Au début des années 90, Oui, il y a plusieurs de vos romans qui ont été adaptés en bande dessinée. Par Oui. Dupuis, d'ailleurs. Et ils ont été traduits dans 42 pays, en chinois même. Oui. Donc je me dis « Pourquoi pas ?» Et je parle avec lui, et puis le projet reste là, les années passent. Et souvent, il me redit au téléphone, j'aimerais vraiment. Et puis ça s'est fait. Au fond, vous avez vendu et imaginé beaucoup de choses pour vendre d'autres choses. L'art, ça, vous n'avez jamais vendu? Ça n'a jamais fait partie de votre J'ai business? collectionné, là. Oui. Mais pas dans l'intention de le vendre, par plaisir, par goût. Excusez-moi. Ici, le sincère brochard. Merci. 2007. Très bien. Alors j'ai une période symboliste, avant l'impressionniste. J'ai acheté des grands noms de symbolistes par goût. Puis après, j'ai été impressionniste. Et après, j'étais moderne. Donc j'étais, comme toujours, pas académique, éclectique. Et d'ailleurs, à chaque fois, c'est amusant, mais il faut le dire, où j'ai eu un coup de cœur, j'ai multiplié mon capital d'une façon folle. Oui, donc en plus, Et les quand deux... j'ai par hasard voulu acheter des toiles, Pour faire... soi-disant un investissement, j'ai paumé tout ce que je voulais. Très bon, très frais, très agréable. Mais au fond, l'art, c'était pas quelque chose qui était présent dans votre enfance, le milieu familial. Votre père, c'était voilà, quelqu'un qui était parti de rien pour... Mon père a fait une réussite fantastique en étant au départ pratiquement un ouvrier. Il est venu des pays de l'Est et il a fait une fortune considérable. Originaire de Roumanie, c'est ça? Roumanie et de Russie. Et il est venu vraiment sans argent puisqu'il retournait son manteau l'hiver. C'était un homme qui avait une gueule formidable, un charisme étonnant. Et il a fait une fortune considérable en inventant à l'époque les remorques, semi-remorques Titan qu'il a créées. Et il a eu un succès formidable. Et après, il a monté la Compagnie Générale des Bois et d'autres affaires. Pardon, excusez-moi. S'il vous plaît. Voici le carpaccio de langoustine. C'est très bon. Voici. Merci. Les croquettes à la Duvel. Et alors, Bon appétit, monsieur. merci beaucoup. Et alors, c'est un homme qui est devenu un industriel, mais un homme très courageux, à la fois physiquement, grand résistant. Il a fondé un réseau qui s'appelait le réseau F2. Oui, oui, c'est vrai qu'il s'est vraiment investi, oui. Non, c'est un homme de cœur et je garde de lui une image énorme, comme un héritage énorme, comme un exemple. Ça m'a beaucoup aidé. Oui, et en même temps, voilà, sa mort quand vous aviez 10 ans, ça a été pour le coup quelque chose de dramatique. Enfin, Terrible. Tout s'est Un effondré. désastre, Oui. oui. Pire que ça, tout s'est effondré. Pour la famille, ma mère ne s'est jamais remariée.
elle avait un culte pour mon père, on la comprend. J'ai vécu une enfance particulièrement difficile dès le moment où le père n'était plus là. Parce qu'il y avait toujours un fantôme, et il n'était pas là. Et en plus, je pense que votre mère s'est fait un peu rouler par les anciens associés de votre père, je pense. Bien Enfin, sûr, ça n'a pas vous été savez, simple, c'est quoi. toujours pareil, mais encore, ça c'est pas grave de perdre de l'argent. Ça vient, ça va. On a vécu tellement de choses à travers la guerre, ma famille, que c'est pas tellement ça. C'est surtout la perte d'un homme. Et évidemment, l'attitude de gens qui devaient tout à mon père et qui, comme d'habitude, Te sont servis. largement. Ouais. Très fin. Oui, ça vous plaît? Il est doué, le chef. Écoutez, moi, je vais... C'est bon. Est-ce que, justement, le fait de se retrouver comme ça très très jeune, sans père, ça vous a donné un esprit de revanche? Enfin, est-ce que le monde qui s'offrait à vous était hostile? Oui. Parce que quand un type comme ça, qui est un monument, disparaît, les gens qui ont eu de l'ombre du vivant avaient un certain malin plaisir à vouloir diminuer ma mère ou me diminuer. C'est humain. Comme dit Shakespeare, la nature humaine est sombre, parfois. Et alors, j'ai eu envie d'indépendance. Vous aviez quand même connu, avec ce père qui avait vraiment réussi, vous aviez connu une vie de château, si je puis dire. En tout cas, La taille au-dessus. voilà. Et là, subitement, ça s'est J'ai délité. connu une quoi. vie de Oui. petit bourgeois. J'aimais la misère, mais on est passé du stade Albert Frère, si je peux ainsi dire, au stade petit bourgeois qui devait compter. Ça m'a donné un esprit à la Monte Cristo. L'envie de reconquérir une place, d'être indépendant, d'être digne de mon père aussi, de l'image. Et vous êtes senti très vite avec une responsabilité à gérer. Très vite. Dès l'âge de 14 ans, j'étais déjà un homme. Oui, c'est dingue ça. Et ce qui explique que voilà, envie d'autonomie très vite et donc envie de travailler très tôt. Vous n'êtes pas dit je vais faire des études, des hautes études pour. J'avais pas le temps. Une espèce de rage de conquérir. Et moi, j'ai rien contre les études. Je trouve ça très bien. C'est un parachute pour beaucoup de gens. Mais moi, j'étais un rebelle. Il fallait que je sois indépendant. Et l'indépendance, qu'on le veuille ou pas, est aussi une question économique. Très vite, bon, je sais, vous avez imaginé de fabriquer des porte-clés. Vous avez créé des clubs de porte-clés. Enfin, ça a l'air anecdotique comme ça, mais il y a eu une époque où c'était vraiment, ça a été un phénomène incroyable. C'est quand même ce qui vous a apporté vos premiers revenus. J'ai lancé deux modes, en vérité. Aujourd'hui, on parle de pins. Moi, à l'époque, Oui, c'est ça. Oui. j'ai pris une idée qui existait, mais qui était oubliée, le porte-clés. J'ai lancé une mode de collection du porte-clés et de fabrication de porte-clés. Ça a été un succès colossal. Il y a même une bourse qui s'est créée à la Maison de la Radio en France. Et j'avais 16 ans. Et ça a marché. Donc ça a été ma première grande idée. J'ai gagné beaucoup d'argent. Et puis la deuxième idée, ça a été... On était à l'époque, il faut se remettre dans le contexte. Quand on faisait un cadeau à un ami ou à une fille, c'était de la porcelaine, c'était classique. Et moi, j'ai inventé ce qu'on a appelé plus tard le gadget, qui était un cadeau léger, gai, Amusant. et pas cher. ouais, ouais. Et vraiment pas cher. Que vous trouviez à Londres. Hein. À Carnaby Street, j'étais toujours frais là-bas. J'allais au concert des Beatles, j'écoutais des disques. Oui, c'était le début des années 60, quoi. C'était, ouais. Et donc, les Anglais n'ont pas voulu travailler avec moi, j'étais trop jeune. J'ai retourné les gadgets, j'ai réussi les fabriquer en Asie. Je me suis offert un billet d'avion et j'étais là-bas, au Japon et en Chine, et j'ai importé. Et alors, vous avez été donc le plus jeune PDG. Alors, je ne sais pas si c'est un mythe ou si c'est vraiment vrai. Non, le c'est plus jeune vrai. PDG de France à 21 Vous ans savez, ou 22 l'essentiel, ans. c'est de rester le plus vieux. Oui, c'est ça, oui.
Vous vous êtes considéré comme riche à partir de quel âge? C'était quoi? C'était très tôt, grâce aux gadgets dont on parlait tout à l'heure, que vous alliez faire fabriquer en riche, Asie? on est toujours le pauvre de quelqu'un, le riche de quelqu'un. Mais je commençais à avoir beaucoup d'argent à mon niveau, c'est-à-dire je pouvais m'offrir pratiquement la voiture que je voulais, l'appartement que je voulais, le bateau que je voulais, le voyage que je voulais. Pour moi, c'était déjà très bien. Et ça, c'était vers quel âge, ça? Enfin, je veux dire, les premiers... 19 ans. Ah oui, 19 ans déjà. Ah oui, oui. Ah oui. Ah oui, j'avais déjà un salaire vraiment de PDG à cet âge-là. Ouais, il n'y avait pas que le titre, il y avait aussi tout le reste, quoi. Plus que le reste. J'ai gagné à un moment donné autant d'argent qu'un grand directeur financier d'un énorme groupe. Est-ce que quand même, mai 68 et toute cette période-là, vous a pas un peu influencé par rapport aux affaires? Parce que Ça m'a fait comprendre certaines choses. Parce que jusque-là, vous étiez très dans la société de consommation. Évidemment. C'était ça. Enfin, j'y étais par nécessité. Oui, bien entendu, mais je veux dire, votre commerce Non, tourne j'y autour de étais. ça. Quoi, oui. Mais en mai 68, il y avait un certain nombre de révolutionnaires à la Sorbonne dont les principaux chefs étaient mes amis. Alors le matin, j'allais sur les barricades et l'après-midi à mon bureau rue Pierre-Charon où j'avais du travail à l'export. Donc vous alliez vraiment sur les barricades? Ah oui, j'y étais. L'époque était lourde. Il y avait une chape de plomb que je rejetais totalement. Donc j'étais partagé entre un côté Che Guevara que j'aimais bien et puis le côté créatif que j'avais et que j'exprimais dans les affaires. Très curieux, mais c'est vrai. J'avais cette ambiguïté-là. Est-ce que quand vous vous êtes lancé dans l'édition, là, on peut dire que ça a encore décuplé, je dirais, votre fortune et votre business, mais même dans le sens positif du terme. Je veux dire, voilà, la création... Non, je vais vous dire un truc qui est amusant. J'arrive un jour avec un manuscrit que j'ai, le premier livre, Monet, et un de mes amis, dont je ne dirai pas le nom, me dit « Mais c'est un métier de clochard, qu'est-ce que tu vas t'emmerder à faire le romancier? Tu gagneras jamais de fric avec ça. C'est un métier de pas sérieux. » Et moi, je dis « Mais pourquoi? Un bon livre doit être un produit culturel, mais doit être un produit. On doit avoir Sartre et Camus dans les supermarchés. » Voilà comment j'y réponds. C'est un peu prétentieux. Mais vous êtes arrivé dans l'édition avec quand même un concept. Quand vous avez vu de Noël, c'était le premier éditeur, là vous êtes venu avec un concept qui était... Le concept était simple. Du metteur en livre que vous dites que vous êtes. Le concept était beaucoup plus simple qu'on le croit. J'ai pensé qu'on n'avait jamais raconté aux gens, au grand public, la réalité. Si vous aviez un type qui allait dans une banque, il allait comme à l'église, sanctifié. Alors qu'une banque est un commerce comme un autre. Si on parlait d'argent, les uns disaient c'est dégueulasse, les autres disaient c'est formidable. Ils ont tort tous les deux. Donc, partir d'une idée simple, comme j'ai fait pour les porte-clés et les gadgets, j'ai raconté l'économie moderne. Avec voilà, des gens, Et j'ai des inventé- plumes, des documentalistes. Vous Bien dites sûr. il faut raconter l'argent dans un livre, ce qu'on J'ai n'a pas inventé- fait jusque-là. Oui. Mais- Le western mais- financier. le quoi. western. Et moi, je crois que là, j'ai décrit le monde capitaliste tel qu'il était. La preuve en est, c'est que bien plus tard, les Chinois m'ont traduit. Pourquoi, figurez-vous? Pour apprendre l'économie occidentale à leurs ouailles. Les Russes aussi, à l'époque des communistes. Donc, j'ai inventé un genre nouveau. Et ça a marché. Donc, j'ai gagné beaucoup d'argent, pour être direct, 3, 4, 5 millions d'euros. C'est mon tarif. Voilà. Mais ça veut dire qu'à ce moment-là, l'édition était pour vous beaucoup plus rentable que ce que vous aviez fait avant. Non, c'était même pas une question de rentabilité, parce que j'aurais pu gagner beaucoup plus d'argent dans la finance virtuelle. Ça me faisait vraiment suer. Vendre et acheter un immeuble m'ennuyait profondément, même si ça rapportait beaucoup d'argent. Par contre, un livre m'amusait, m'intéressait. En le faisant, je prenais un pied formidable. Mais encore une fois, et comme vous le dites, comme un réalisateur de cinéma fait un film, c'est-à-dire avec parfois un scénariste, avec, Ou un etc., chanteur. ou un chanteur qui a toujours, des d'ailleurs. auteurs-compositeurs. Pas toujours. On m'a fait des mauvais procès dont je me suis servi.
Pivot, à un moment au milieu des années 80, dévoile le fait, enfin en tout cas... Voilà, rien du tout. Alors là, c'est une légende. D'ailleurs, Pivot, je peux dire librement, n'a jamais voulu faire de face à face avec moi. Merci beaucoup. Jamais il a voulu, et pour cause. Il a envoyé des autres à l'abattoir. Attention, les assiettes sont très chaudes. Bon appétit. Enfin, c'est quand même Pivot qui a en tout cas affirmé à l'époque, et qui a dévoilé quelque chose qui existait d'ailleurs déjà chez d'autres. C'est-à-dire qu'on travaille avec des documentalistes, il y a des auteurs, il y a des... Attendez, j'ai pas de complexe là-dessus. Monsieur Pivot est un auteur raté. Il a fait un mot livre sur le rugby, un mot livre sur son émission, fait par des nègres. C'est vrai? Oui, mais c'était un bon présentateur de télé. Il a fait une émission formidable. Apostrophe a été une très bonne émission. Et pourquoi alors il vous a choisi vous comme cible, alors que déjà à l'époque il y avait des people qui n'écrivaient pas leurs livres? Je veux dire, pourquoi c'est vous qui l'a ciblé? Je me suis posé la question. Vous savez, dans la vie, on peut ronronner, il y a des gens qui passent dans les émissions, qui sont chiants, on ronronne. Moi j'étais une belle grosse cible. 51 millions d'exemplaires dans le monde, traduits en Amérique, traduits au Japon, en Chine. Il s'est dit, la belle affaire, il m'a attaqué. Mais il m'a attaqué sur des conneries. Pourquoi? Moi, quel est mon crime? D'avoir consulté les professeurs de Harvard pour faire des romans à une époque où j'étais pas né et d'écrire le New York des années 20. C'est stupide. Mais vous n'y êtes pas non plus avoir aussi collaboré avec des gens, avec d'autres auteurs. J'aurais collaboré avec le diable si j'écrivais un livre sur le diable. J'ai fait des livres tout seul comme un grand, comme Le Roi Rouge, qui est mon histoire vécue. Oui. C'est un mauvais procès fait par quelqu'un qui voulait de la pub. La seule chose qui m'a déplu, puisqu'on en parle, c'est qu'il a écrit à tous les auteurs, journalistes, si vous ne dites pas du mal de Sulizère, alors vous ne passerez plus dans mon émission. Évidemment, Jean Dernier, qui était un provocateur né, talentueux, m'a envoyé la lettre que Pivot lui avait adressée. J'ai trouvé ça un peu minable. Excellent. Oui, moi aussi, vraiment. C'est succulent. Est-ce que l'Angola Gate, est-ce que ce qui vous est arrivé avec Pierre Falcone, Guetamac, oui. vous avez été mêlé, enfin vous avez servi de public relation à un homme d'affaires qui a vendu des armes russes à l'Angola, et on vous a dit mais cet argent n'est pas propre, enfin en gros c'est ça quoi. Exactement. Quand le ministre de la Défense écrit 8 ans ou 9 ans après, il n'y a pas de trafic d'armes, et pendant 9 ans, vos photos sont parues dans le monde entier, avec Mitterrand, Attali et d'autres, comme trafiquants d'armes. Enfin, en tout cas, comme ayant trempé avec... Trafiquants d'armes, non, j'ai pas peur des mots. Alors que vous n'avez rien à voir. Prenez un type qui travaille pour la plus grande société belge d'hélicoptères ou d'avions, il a sa société qui passe un marché d'armement. En quoi ça concerne un type chargé de la pub dans la société en question? L'Angola Gate, c'est ça. Donc, on a voulu Pasqua, on s'est payé 42 personnes. Mais vous dites quand même, vous l'avez dit au procès, je dis, bon, j'ai mis les doigts dans le pot de miel. C'est-à-dire, j'ai commis une connerie. Donc, vous dites quand même que vous avez fait une erreur. L'erreur? C'était quoi l'erreur, alors? Avoir accepté de l'argent que je n'ai jamais fait dans ma vie. Sans le déclarer. Si vous voulez, à un moment donné, pour moi, c'est une somme dérisoire à l'époque. 380 000 €. C'est beaucoup d'argent pour n'importe qui. Par rapport à d'autres contrats. Pour moi, c'est un contrat dérisoire à l'époque. Comment voulez-vous que je déclare de l'argent alors qu'on commence à dire partout qu'il y a un trafic d'armes? J'étais dans ce qu'on appelle en anglais un cash-22. Quoi que vous fassiez, vous l'avez dans le baba. Si je l'avais déclaré, on aurait dit trafiquant d'armes. On en parlait partout. J'ai pris un risque, j'ai perdu. C'est tout. C'est quelque chose qui est très dur à vivre. Moi, j'ai fait un accident cardiovasculaire
en grande partie dû au stress qui a été imposé à l'époque par cette affaire. Est-ce que c'est cette affaire finalement politico-financière, encore une fois, dans laquelle votre nom était mêlé parmi d'autres, est-ce que c'est ça qui a précipité votre divorce et qui vous a fait rentrer dans un second tunnel horrible parce que il y a eu des je vais vous dire pourquoi. Il y a eu de l'argent qui est passé au Canada qu'elle ne nous a pas rendu que. Je vais vous dire pourquoi. Non, c'est beaucoup plus complexe que ça. Oui. Non, mais je vais vous dire simplement. À l'époque, je suis marié à Delphine Jacobson. Je suis marié à la fille de ce monsieur Bébé Madoff, qui est le plus grand escroc du siècle, Madoff. Bon, moi j'aime cette femme, je crois qu'elle n'est pas responsable des attitudes de ses parents. Mais le fruit n'est pas tombé loin de l'arbre. J'aurais voulu voir un autre homme et qu'elle vive une histoire d'amour, j'aurais mieux compris. Là, c'est pour du fric. J'ai été largué pour du pognon. Comme j'avais des enfants, James, Robert... Oui, 2 enfants que vous avez eu avec elle, et vous aviez déjà 2 filles, mais bon, là, c'est autre chose, avec des femmes précédentes. Oui. J'avais 2 enfants, et j'ai toujours 2 enfants. J'ai voulu les protéger. Donc j'ai mis de l'argent à mon nom, à leur nom. Elle a pris. Elle a mis au nom de sa famille dans un trust arrangé par la famille. Je trouvais ça minable, dégueulasse. Elle n'a pas divorcé du temps de ma splendeur. Bien entendu. Elle a attendu qu'il y ait ce procès horrible. Et je devenais inintéressant pour la famille Jacobson. Et à ce moment-là, elle a écouté ses parents. Elle a demandé le divorce tout en embourbant 6 millions d'euros au passage. Bon, bonne affaire. D'un seul coup, j'ai compris que j'étais devenu une bonne affaire. Et une très mauvaise affaire de l'autre côté. Moi, je ne concevais pas le mariage comme ça. Parce que vous, c'était sincère, c'était c'était vraiment Vous savez, on devrait juger les gens sur l'acte. Le plus grand acte d'amour, c'est d'envoyer 6 millions d'euros à ses enfants. Ouais. Mais est-ce que ça veut dire que pour la première fois dans votre parcours, le Paulus Ulizer, qui avait toujours réussi, à qui que tout le monde sollicitait, est-ce que pour la première fois, là, vous vous sentiez vraiment vaciller? C'est la première fois que je me suis senti trahi par ma propre chair. C'est différent. Qu'un homme d'affaires vous couillonne, que vous fassiez une mauvaise affaire, c'est une chose. Mais être trahi, quand on n'a rien fait de mal, par les gens qu'on a aimés, c'est une douleur terrible. Je dirais qu'elle est insupportable pendant longtemps. On vous voit quelques mois plus tard, enfin, avec Eva, une jeune Polonaise tout à fait charmante. Là, est-ce que c'était un besoin pour vous d'air frais, Exactement, vous avez mis le doigt, exactement. Il y a un moment où le tableau est tellement noir, tellement glauque pour moi, que je rencontre une fille très belle, très jeune, et je vis une histoire intéressante. Ça a été un rayon de soleil dans un monde nucléarisé au maximum, à une époque où tout s'est effondré. Donc, étant un être humain, je ne me considère pas comme un surhomme. J'ai payé très cher en faisant un coma, une maladie cardiovasculaire comme mon ami Jean-Paul Belmondo, qui m'a terrassé et dont j'ai été condamné à mort, il faut le dire, par la médecine normale. Et je suis un miraculé, puisque je suis vivant. Je suis miraculé. Mais Eva était un passage. Mais est-ce que, c'est souvent ce que disent les artistes, les chanteurs, les acteurs, ils disent c'est toujours très difficile, quand on entame une nouvelle relation et qu'on est déjà connu, de savoir quelle est la part de sincérité. Vous savez que beaucoup de gens ont mis en doute la sincérité, pas la vôtre d'ailleurs à la limite, mais on se dit mais comment, même s'il il a du charme, il a quand même 35 ans de plus, quoi. Bien sûr, mais je vous parlais franchement. Quelle importance. Oui. On vous aime toujours pour quelque chose. On vous aime parce que vous avez réussi, on vous aime parce que vous êtes célèbre, on vous aime parce que vous êtes un présentateur connu. Si à chaque fois, vous allez vivre une histoire et vous dire on m'aime parce que je suis Paulus Ulizer, parce que j'étais un homme riche, on devient fou.
on ne peut plus vivre. Mais vous, ça vous a vraiment fait du bien, quoi. Je veux dire, Sur le moment, oui. Mais vous savez, quand une beauté vous dit qu'elle vous aime parce que vous êtes créatif, à moins d'être enceint, quand vous avez la terre qui vous tombe sur la tête, vous craquez. Moi, c'est ce que j'ai fait. Je me suis laissé aller vers la vie, vers le soleil, vers la beauté, vers l'intelligence, parce que c'est une fille intelligente. Voilà. et puis vous avez toujours besoin de femmes. Vous êtes quand même un homme à femme, je veux dire, même au sens positif du terme. Je veux dire, pas le... Oui. Vous avez été collectionneur, mais je veux dire, maintenant vous Non, êtes peut-être pas plus. collectionneur, j'étais en vérité, ça va vous faire sourire, mais j'étais programmé pour être l'homme d'une seule femme. Malheureusement pour moi, c'est pas produit. La seule femme que j'ai aimée s'appelait Lynn Chardonnay. Elle est Votre morte première épouse, oui. morte d'un cancer, était splendide, riche, jeune, belle, intelligente, talentueuse. Bon, Comédienne. et après, ma vie a été parsemée d'aventures avec des filles très célèbres, très riches, très bien, à tel point qu'on disait de moi, j'étais un homme à femme, genre Gatsby de magnifique, même si je ne l'étais pas physiquement. J'ai eu un nombre de très belles femmes. Pourquoi en avoir des moches, hein? Tant qu'à faire. Cuisine Créfelle, la qualité avec 10 ans de garantie.